top, Buddha bag, he's in the sock. Only thing that changed now is we ain't running out of stock. Je m'appelle Sive, je suis danseuse de Buto. J'ai fait LEA, langue étrangère appliquée en anglais, russe et japonais. Et en fait, je suis partie après mes études. Je pense que j'avais envie de découvrir une culture différente. J'avais envie de m'ouvrir à d'autres cultures. Donc un matin, je me suis levée en me disant je vais partir au Japon. C'était un petit peu sur un coup de tête. Je me suis dit c'est suffisamment loin et la culture semble suffisamment différente, ça va être certainement très bien. Donc c'est comme ça que je suis partie au Japon. C'était le premier pays en Asie où je suis venue. Et depuis, en fait, je ne suis jamais retournée vivre en France ou en Europe. Au Japon, j'étais essentiellement prof d'anglais dans des petites écoles, comme il y en a beaucoup au Japon. Et ensuite, je suis allée au Vietnam pour ouvrir un restaurant végétarien avec une amie taïwanaise. Et du Vietnam, nous avons ouvert d'autres restaurants ensuite à Bangkok. Au Japon, je ne connaissais pas du tout le Buto, mais un soir je suis allée à une représentation dans une toute petite salle avec, il y avait juste un seul danseur, un petit japonais tout malingre et à moitié nu, qui dansait. Et je n'avais jamais vu une façon de danser comme ça. Ça m'a impressionnée, mais vraiment ça m'a fait un effet physique. Je tremblais, je transpirais, j'étais complètement attirée par ce qu'il faisait et en même temps, oh là là, j'avais envie de fuir en courant. Donc je me suis dit, il y a quelque chose ici pour moi. Mais je l'ai laissé un petit peu de côté, je n'ai pas du tout commencé au Japon en fait. C'est quelques années plus tard quand j'étais à Bangkok. Je suis allée à nouveau à une représentation de Buto. Et à la fin, je suis allée voir le chorégraphe, un américain, et je lui ai dit c'est ce que je veux faire. Et il m'a dit ça tombe bien, je cherche des danseurs, j'ai une nouvelle représentation dans 2 mois. Donc j'ai dit je ne suis pas du tout danseuse, j'ai jamais fait de Buto, il m'a dit c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc après Bangkok, j'ai vendu les parts de mon restaurant, de mes restaurants, et j'ai décidé de faire du Buto. Donc j'ai trouvé au même moment, à ce moment-là, c'est l'adresse de cette école en Himalaya. Et j'ai décidé d'y aller pendant 6 mois. J'ai principalement appris le Buto en Inde, dans une école qui s'appelle Subbody Buto School, qui est tenue par un japonais qui s'est installé là-bas il y a 10 ans. Il y a très peu d'écoles de Buto. Je pense qu'au Japon, le Buto au Japon et le Buto à l'étranger se fait un petit peu différemment. Au Japon, je pense qu'ils ont encore gardé cette structure très stricte où quand on choisit un maître, on s'y attache et on ne va pas faire un workshop avec un autre professeur. Tandis que nous, étrangers, on est un petit peu plus libre. Donc c'est vrai que j'ai essentiellement appris auprès de Lee dans son école, mais j'ai fait aussi pas mal d'ateliers quand après je suis allée à New York. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette école, c'est le côté intense. On fait du Buto du lundi au vendredi, du matin au soir. On ne quitte pas l'école dans la journée. On ne parle pas, ou très peu. Le repas du déjeuner doit se faire en silence. Pour nous permettre en fait de vraiment c'est une sorte de conditioning, conditionnement, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, de laisser, de rentrer en soi afin d'ouvrir des portes. Et je pense que ça ne peut se faire que si on laisse le temps en fait. Très difficile à expliquer, et plus j'en fais, moins je sais comment l'expliquer. C'est une danse qui a été créée en fait au Japon au départ, à la fin des années 50. Et c'est une danse qui est née d'un certain rejet. C'est une danse assez violente au départ. Un rejet de l'occupation américaine,
un rejet de ce qui s'était passé à Hiroshima, un rejet aussi de la culture artistique étrangère qui est assez présente à ce moment-là au Japon. Et un rejet aussi de la culture traditionnelle japonaise. Donc il y avait une grosse remise en question de la part de deux danseurs principalement. Et ils se sont dit il faut créer quelque chose de nouveau. Ils se sont surtout posé la question comment est-ce qu'on peut être encore être humain après par exemple le bombardement à Hiroshima. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire que de se tenir debout, de danser? Donc le Buto est né de ça, de toute cette réflexion. Donc au départ c'était une danse assez violente, assez hectique. Et c'était surtout un retour à la terre, pas en tant qu'agriculture, mais un retour, ni un retour aux racines, mais un retour à la gravité. Donc, le Buto c'est complètement différent du ballet par exemple où il faut s'élever, être léger, aller dans les airs. Le Buto c'est l'opposé. On est alourdi par la gravité et on en joue et on danse avec. Et le Buto est une des différences majeures, je pense, avec les autres danses, c'est qu'en fait on laisse... Le mouvement vient de l'intérieur. Il ne vient pas de l'extérieur, il vient de quelque chose de très profond en soi, d'une mémoire, d'un traumatisme, de quelque chose qui vibre et qui remonte à la surface et qui fait danser notre corps. Donc on n'est pas... Je ne suis pas Sive dansant le Buto, je me vide d'abord et parce que je suis vide, je crée l'espace à l'intérieur pour devenir qui que ce soit et quoi que ce soit. Et c'est vraiment une discipline aussi qui me convient. Pour moi le Buto aussi c'est une sorte de méditation en fait. La méditation c'est quoi? C'est apprendre à se connaître et pour moi le Buto c'est ça, c'est rentrer à l'intérieur et regarder tous les aspects de ça. Donc les aspects jolis, intéressants, les aspects un petit peu moins jolis, les aspects qu'on met de côté, les traumatismes, les choses qui sont passées, les choses qu'on ne veut pas voir. C'est ça aussi le Buto, c'est regarder tous ces aspects et les transformer. Que ça devienne en fait une création, que ça devienne tout devient du matériel pour créer et pour danser. Et les traumatismes aussi, ouais. Donc j'aime beaucoup cet aspect du Buto que je considère aussi comme une sorte de thérapie. Parce que ça permet dans une certaine façon, oui, de regarder par exemple des traumatismes ou des choses désagréables qui se sont passées dans notre vie, mais aussi de les utiliser de façon créative et positive, que ça ne devienne plus des poids, mais ou des choses qu'on se débarrasse, mais on s'en débarrasse, mais avant de s'en débarrasser totalement, il y a cet instant, eh bien, on peut justement le danser. Et ça, c'est intéressant. Sans passer par l'intellect. Il y a beaucoup de choses que notre corps veut dire, que nos mémoires veulent dire, et qui n'ont pas besoin de passer par notre cerveau et par notre intellect et par notre envie de toujours analyser, décortiquer. Là, dans le mouvement, il y a plein de choses qu'on n'est même pas obligé de nommer, mais qui sont là, quoi, qui attendent qu'on les prenne. Alors là, c'est difficile à Singapour, tout est cher. Donc louer une salle ou un studio pour mes cours, pour après faire des représentations, ça a un coût. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Si on se limite aux instituts, aux institutions et aux aides financières du gouvernement, oui, c'est difficile, surtout en tant qu'étranger. Oui, je pense que l'aide du gouvernement n'est donnée qu'aux Singapouriens et dans certains cas. Mais à partir du moment où je me dis je ne demande de l'aide à personne, je vais me débrouiller toute seule,
Et je collabore par exemple avec des artistes singapouriens, où je fais ça toute seule, où je trouve un curateur. Il y a énormément de possibilités de trouver des galeries, de trouver des maisons abandonnées. Il y a tout un mouvement aussi. Il y a énormément d'artistes en fait underground singapouriens qui ne font pas partie d'une grande compagnie ou qui sont là, qui veulent, qui s'expriment comme ils peuvent et qui sont très ouverts à collaborer et qui cherchent des endroits totalement improbables pour s'exprimer. Donc il y a tout un mouvement par exemple d'investir des maisons ou des shop house avant qu'elles ne soient détruites. Donc avoir cet espace abandonné où on peut faire des expositions et des performances. J'ai participé plusieurs fois à ce genre de projet. Donc, il y a beaucoup de possibilités quand on commence en fait à connaître un petit peu, à aller au-delà de tout ce qui est à la surface et des institutions ou des grandes compagnies. Il y a énormément d'artistes singapouriens ou étrangers qui n'attendent qu'une chose, c'est de s'exprimer et de collaborer et de faire des choses ensemble et de s'exprimer. Donc, pour moi, il y a beaucoup de possibilités à Singapour. Je pense que c'est encore un grand mot parce que c'est pas forcément aller contre la culture ou contre le courant, c'est une autre façon de s'exprimer. Après oui, il y a énormément de Singapouriens qui ne sont pas forcément d'accord avec l'état des lieux et qui le disent de plus en plus et qui créent des conversations intéressantes. Mais peut-être que contre-culture c'est un bien grand mot. Mais ça vient. Et sans que ce soit forcément politique, que ce soit justement quelque chose en dehors des institutions, et voilà. Tout à fait. Sur des lieux qui sont pas faits. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes singapouriens qui, pour eux aussi, c'est une galère de demander des fonds aux institutions. Ça, c'est la difficulté à Singapour. Il y a des gens qui ont des idées, que ce soit dans l'art ou dans tout ce qui est thérapie ou toutes les choses alternatives. En fait, le gros problème c'est les loyers des locaux, ce qui oblige beaucoup d'endroits soit à fermer, soit des projets qui ne se manifestent pas parce que ça demande de l'argent. Donc ça c'est le problème de Singapour.